Une certaine d'intervention pour nous parler de la norme et en étant bien placé pour le faire puisqu'il va représenter le groupe AFNOR en tant que responsable du département innovation. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup de l'invitation. Alors en introduction, je ne suis pas du tout du monde de l'édition, mon background est plutôt celui de la normalisation, donc comment est-ce qu'on crée des communs de confiance, et du coup je vais vous parler de cette fenêtre-là, et puis en parcourant bien évidemment l'IA de confiance. Ouh lol. Ok, merci. Donc en préparant la présentation, vous le savez peut-être, AFNOR est dans l'année de son centenaire. Précisément, l'association a été créée le 22 juin 1926. Et aujourd'hui, comme on parle d'AFNOR, on est source de progrès et de confiance. Pourquoi c'est important ? On a beaucoup parlé de comment est-ce que se construit la confiance. Je n'avais pas prévu d'aborder cet aspect-là, mais on est membre de ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. L'infrastructure qualité, ça va être les organismes de normalisation, donc qui produisent des règles du jeu par les acteurs industriels pour les acteurs industriels. On va retrouver les gens qui, de la mesure, donc la métrologie, par exemple en France avec le LNE, qui vont être en capacité de déterminer, de mesurer, pour disposer de preuves. Ensuite, on va retrouver dans cette infrastructure qualité les acteurs de la certification, de l'évaluation de la conformité, de l'inspection, qui, eux, vont aller vérifier qu'une organisation, de façon indépendante, a mis correctement en œuvre un certain nombre de référentiels et appliqué un certain nombre d'exigences. Et puis, pour donner confiance dans cet acteur tiers, on va retrouver par exemple les accréditateurs, et en l'occurrence en France le COFRAC, qui lui va s'assurer que les organismes de certification disposent d'une part des bons processus et d'autre part des bonnes compétences pour maintenir ce niveau de confiance. Donc ça, c'est assez important pour moi de le repréciser, parce qu'effectivement, quand on parle de confiance, aujourd'hui, c'est souvent via des mécanismes distribués que la confiance se construit entre les acteurs économiques. Donc ça, nous, développer des normes, ça fait à peu près 100 ans qu'on le fait. Les plus vieux organismes de normalisation sont un petit peu plus anciens. Sans en faire un grand détail, l'IEC a un peu plus de 120 ans. C'est tout ce qui est électrotechnique et tout ce qui est normalisation électrique. L'ISO est elle beaucoup plus récente, elle est née après-guerre. Hop. Alors comment est-ce qu'on crée des référentiels de confiance ? Eh bien, c'est très en synergie avec la présentation précédente, puisqu'effectivement, ça commence par mettre tous les acteurs concernés par l'objet normalisé, qui peut être un produit, un process, ou un système de management, ça peut être différents objets. Autour de la table, comprendre les intérêts de chacun, que l'on soit fournisseur de services, utilisateur, évaluateur, tout le monde. Et le plus grand dénominateur commun, eh bien, on va essayer de le placer par écrit, et c'est ce qu'on va appeler une norme. Et aujourd'hui, l'immense majorité des normes, elles se font soit au niveau européen, soit au niveau international. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 90% de la production normative qui vient du niveau international, ce qui veut dire qu'au niveau français, en termes de normes volontaires, pas ce qui est du réglementaire, l'immense majorité des documents vient de l'international. Donc c'est aussi un enjeu d'influence majeur. Et à ce petit jeu, la France, on n'est pas si mauvais. On demeure le 4e acteur au niveau de l'ISO en particulier. Et en termes d'influence par rapport au poids de notre économie et à sa taille, c'est quand même pas inintéressant. Ça, je le passe parce qu'on a tous faim. AFNOR, effectivement, on a quatre métiers. Donc tout d'abord, et c'est principalement là-dessus que je vais focaliser mon intervention sur l'IA de confiance. Vous avez vu, le prisme était moins l'IA et pour l'instant plus comment est-ce qu'on crée la confiance. Donc je vais continuer dans cette verticale. Toutefois, on a aussi le métier d'informer, donc on héberge aussi une maison d'édition. On forme, donc on a aussi une activité qui, elle, est sur des marchés compétitifs. L'AFNOR a une mission d'intérêt général pour ses missions d'élaboration de normes et de distribution des contenus normatifs. C'est hébergé par notre association. Et ensuite, cette association est propriétaire de 2 entités, donc l'une, un organisme de formation et un organisme de certification. Je me suis amusé à aller chercher sur comment est-ce qu'on adressait la question de l'intelligence artificielle
au travers de nos services, même si ce n'est pas le cœur de ce que je voulais vous aborder. Je trouve que c'est intéressant de l'évoquer. Et effectivement, on est en plein dans le thème. Quand on va sur la page internet de l'AFNOR, on parle d'une épineuse question de confiance. Alors, comment est-ce qu'on l'adresse de façon pratique? Bien entendu, ce qu'on met en avant côté AFNOR, ça va être la certification, avec notamment le système de management de l'IA, avec l'ISO 42001 que vous connaissez peut-être. On va aussi évoquer l'enjeu de se former, et puis enfin, l'enjeu de construire les cadres de référence, donc les normes, qui vont permettre de donner confiance dans l'usage de l'IA. Je me suis amusé à aller voir combien de normes aujourd'hui adressaient l'enjeu de l'IA. Il y en a actuellement 90 à peu près. Donc, quand on regarde ce qu'elle couvre, bien entendu, on va commencer par la terminologie pour adresser les concepts, les relations entre ces concepts. On va aussi retrouver du système de management, donc comment est-ce qu'une organisation met en pratique au travers ses processus et son organisation des démarches qui permettent de piloter de façon adaptée son usage de l'IA pour les fins qu'elle décide. On va retrouver aussi des normes d'évaluation. Donc comment est-ce qu'on maîtrise, comment est-ce qu'on mesure la performance des systèmes, comment est-ce qu'on garantit leur confiance, comment est-ce qu'on parle aussi comment est-ce qu'on garantit aussi leur niveau de performance environnementale. On va parler d'IA frugale. On va retrouver tout un champ normatif qui est plutôt en cours de développement et qui est plutôt développé sur ce qu'on appelle une demande de normalisation formulée par la Commission européenne. Et là, c'est le mécanisme que je suppose que vous connaissez, qui est assez classique. La Commission européenne produit une réglementation qui fixe des ambitions de résultats. Et ensuite, elle va demander aux acteurs économiques de s'organiser pour proposer le meilleur moyen d'atteindre ce résultat. Et souvent, ce meilleur moyen est formulé sous la forme d'une norme. Et quand c'est une norme impulsée par la Commission européenne, on appelle ça une norme harmonisée. Hop là. Ensuite, je voulais plutôt avancer sur comment est-ce qu'on donne confiance, comment est-ce qu'on garantit la confiance à l'ère de l'IA et comment est-ce qu'on garantit la confiance dans l'usage des normes à l'ère de l'IA. Cette planche-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elle a plutôt été produite par mes collègues de la maison d'édition. Mais les risques, vous les connaissez parfaitement. Les opportunités, il y en a une sur laquelle je vais m'attarder. C'est effectivement les normes digitales. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le corpus documentaire, on l'a évoqué aussi dans les interventions précédentes, il n'est pas toujours de qualité équivalente. Et du coup, il n'est pas toujours d'une exploitabilité parfaite. Et bien, en fait, ça, en tant qu'organisme de normalisation, on l'a identifié. Je dois dire qu'on a mis du temps à le comprendre. Je pense qu'il nous a fallu une trentaine d'années pour le comprendre, objectivement. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je viens d'un secteur très avancé comme l'aéronautique, je vais avoir des besoins de structuration de l'information pour des raisons manifestes de sécurité, de tests, qui auront émergé avant d'autres industries. Et du coup, je vais arriver avec des besoins spécifiques, peut-être au milieu des années 90, avec des besoins très spécifiques. Ensuite, peut-être que d'autres secteurs, des secteurs beaucoup plus fragmentés, je vais penser à la construction. Elle va aborder sa digitalisation plutôt par les concepts. Donc, comment est-ce que je décris, à commencer par un repère, hauteur, largeur, profondeur, quid de l'épaisseur et de la cohérence du corpus normatif pour adresser tous ces concepts-là. Donc on a mis du temps à le comprendre, on a aussi reçu de très nombreux cas d'usage, de très nombreuses industries, et du coup, là, ce que les organismes de normalisation proposent, et c'est pour ça que je voulais orienter mon orientation là-dessus, on a convenu un chemin sur comment est-ce qu'on améliore la structuration des contenus pour les rendre plus exploitables en phase d'usage pour intervenir au bon moment, au bon usage, et puis de proposer bien sûr le bon contenu. Et ça, c'est intéressant parce qu'on constate aussi que les acteurs du document dans les organisations industrielles ont tendance à perdre de leur poids par rapport aux acteurs du digital quand les décisions sont prises. Et quelque part, l'enjeu de fond aussi est d'être en capacité de proposer les bons contenus au bon moment, comme je l'évoquais, et là où les décisions se prennent. Comment est-ce qu'on commence?
on s'est rendu compte que la qualité du corpus documentaire, en fait, elle n'est pas exceptionnelle. On a la chance d'avoir une structure des documents qui est quand même très cadrée. On appelle ça dans notre jargon les directives ISO IEC partie 2. Mais malgré tout, on va avoir, même au sein d'un secteur, une cohérence qui n'est pas toujours parfaite. Donc comment est-ce qu'on améliore l'usage, l'usage de la norme et donc la cohérence des contenus? On va commencer simplement par aller identifier qu'est-ce que sont les dispositions. Donc les dispositions, c'est ce que vous allez retrouver dans les normes avec une forme verbale. Shall en anglais va exprimer une exigence, should va exprimer une recommandation, must va exprimer une instruction qui n'enlève pas de la norme mais plutôt de la réglementation. On va aussi avoir les permissions, les possibilités. Eh bien, pour les industriels, c'est bien souvent très important de comprendre qu'est-ce que je dois appliquer dans la norme pour pouvoir être certifié ou simplement pour réaliser mon activité du quotidien. Mais en fait, ça s'arrête pas là, et c'est là où j'en viens vraiment à l'IA. Enfin, j'en viens presque à l'IA. L'enjeu pour nous, fournisseurs de contenu, et pour apporter de la confiance, le pari qu'on fait, parce qu'on se rend compte qu'une bonne partie des utilisateurs de normes, l'enjeu est pour eux de diminuer les incertitudes. Je travaille dans l'aéronautique, mon enjeu c'est de m'assurer de la sécurité de mes passagers. Si j'introduis de l'incertitude parce que je ne vais pas maîtriser un modèle dans mon métier du quotidien, c'est quand même pas top quand c'est mon métier justement de diminuer ce risque-là. Et donc du coup, on fait le pari que plus on aura des contenus structurés au rythme des acteurs, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir des contenus extrêmement structurés pour tous les usages. Typiquement, on prend régulièrement l'exemple des attrapeurs de poulets, qui ont une norme qui régisse leur activité. Eh bien, peut-être que les attrapeurs de poulets n'ont pas besoin d'avoir un corpus normatif extrêmement structuré. Ensuite, apporter de la clarté dans l'usage et surtout de la confiance dans l'utilisation. Et là, la confiance, comment est-ce qu'on l'obtient? On l'obtient par justement ce réseau que constituent les comités techniques, des réseaux d'experts sur les normes par objet et donc qui représentent toutes les parties prenantes. Et donc l'enjeu est que ces comités techniques, ces structures de normalisation arrivent dans leur quotidien à augmenter la qualité des normes en phase avec les métadonnées nécessaires pour l'adressage de leurs bons usages au quotidien. C'est pour ça qu'on commence extrêmement simple, parce que malgré tout, quand on a un corpus documentaire qui couvre la quasi-totalité des secteurs d'activité, et on peut avoir des usages extrêmement disparates. Hop, cette slide-là, elle n'est pas très lisible avec le passage dans le template. Peu importe, ce qu'il faut retenir de cette planche, c'est que l'ISO et l'IEC sont aujourd'hui en capacité de produire ce type de contenu. Ils ont publié un modèle d'information entre ISO et IEC, accessible en open source. Il y a une jolie licence Common Creative qui est associée et qui peut être en fait qui est intégré dans les outils de rédaction des normes et qui va permettre de pouvoir, à l'aide d'IA, de contribuer à une montée en qualité des contenus, mais une qualité des contenus pas justement grâce à l'IA, mais après validation par les comités techniques pour avoir le bon niveau de gouvernance et le bon niveau d'endancement des experts qui travaillent à l'établissement de ces corpus de référence. Et donc du coup, l'enjeu réel pour nous, c'est qu'on voit que la normalisation, c'est une mécanique qui est éprouvée. On parlait de gouvernance un petit peu plus tôt. Eh bien, une gouvernance multi-acteurs, par les acteurs, pour les acteurs, ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis à peu près 100 ans. Et donc du coup, on essaye de s'organiser pour pouvoir le faire sur tout le périmètre qu'on couvre, mais le faire de façon adaptée. Très clairement, les acteurs veulent de la fluidité dans l'usage de la donnée. Peut-être qu'il faudrait maintenir le lien avec la réglementation de façon adaptée. Peut-être qu'il y a des documents qui n'ont pas besoin d'être normalisés. Comment est-ce qu'on peut enrichir, par exemple, le corpus normatif avec des classifications sectorielles ou des besoins d'acteurs? Ça, c'est des enjeux. Ensuite, on se rend compte qu'il y a une approche, bien entendu, centrée sur les usages, comprendre leur diversité, et du coup, pour pouvoir trouver le bon rythme pour les adresser et apporter toujours plus de confiance dans les contenus qu'ils pourront utiliser et toujours plus d'efficience
dans leur travail au quotidien. Et enfin, on observe qu'il va y avoir un enjeu de montée en qualité des contenus. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé les questions sur la sémantique, parce que très clairement, aujourd'hui, on s'intéresse à simplement identifier à l'échelle de la phrase quelle est l'intention, est-ce que c'est une disposition, quel type de disposition j'adresse. Eh bien, si on veut aller plus loin, et notamment à l'ère de l'IA, on va devoir monter et décrire davantage en qualité les termes et définitions pour les monter en taxonomie, peut-être en dictionnaire de données, voire en ontologie. Et derrière, c'est comment est-ce qu'on organise les comités techniques pour qu'ils produisent et maintiennent surtout, parce que c'est ça qui crée la confiance, ces ontologies pour pouvoir ensuite les mettre à disposition aux acteurs en toute confiance. Donc quelque part, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je vous ai mis quelques références qui ne rentrent pas très bien ici, mais où vous pouvez retrouver tant sur le site AFNOR les différents services qui existent. Le modèle d'information de la norme, ça c'est quelque chose que je vous conseille d'aller regarder, c'est extrêmement intéressant. Et quelques informations sur soit comment contribuer à ces normes digitales, soit pour simplement vous informer. Et puis je m'arrêterai là, je sais que c'est une intervention un tout petit peu différente de celle qu'on a pu avoir. Mais je pense que c'est important d'ouvrir sur ce champ-là et je prendrai toutes vos questions. Merci. Merci Étienne. Parfait respect du timing, merci beaucoup. Et effectivement, au GF2I, on aime la différence, donc c'est bien d'avoir différents points de vue sur ce même sujet complexe. Est-ce qu'il y avait des questions, des réactions, des questions? Alors, je sais que c'est... Hop, hâte. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je fais partie en fait de TC 171 qui s'occupe de PDF, entre autres. Et je vois pas, c'est probablement pas un mystère pour vous que la normalisation, c'est pas le sujet en général qui passionne les foules. C'est assez dur à vendre. Et ce qui me frappe, moi, c'est la différence. Quand on fait partie d'un groupe de travail dans ISO ou autre organisme, c'est qu'en fait, c'est le lieu de guerre commerciale extrêmement importante. C'est des lieux, en fait, de gens très passionnés qui sont d'accord ou ne sont pas d'accord sur toutes sortes d'enjeux qui ont une grande importance commerciale. Et je me demandais comment vous avez un peu présenté ça comme un peu un espace assez tranquille, vraiment de confiance, où les gens fonctionnent par consensus. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut... Parce que moi, j'aimerais ça convaincre plus de gens que c'est un lieu où il se passe des choses très intéressantes, en fait. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour stimuler plus d'intérêt dans la chose, que plus de gens s'y intéressent. L'autre difficulté, évidemment, c'est que c'est souvent extrêmement technique. Donc, les discussions ne sont pas des choses qui sont abordables pour le commun des mortels. Et l'autre obstacle, je pense, c'est le fait que les réunions ont lieu à travers le monde. Ce sont des acteurs commerciaux qui ont des fonds en général. Donc, un mois, c'est en Corée, l'autre mois en Afrique du Sud. Enfin, là non plus, ce n'est pas le commun des mortels qui peut se permettre simplement de dire « moi, je veux participer à un groupe », etc. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un lieu d'influence. Pour illustrer ces normes digitales, le département de la guerre américain vient de publier en février sa stratégie pour les normes digitales. La Chine a développé toute une série de normes pour décrire quelle serait l'ambition de la Chine en matière de normes digitales, parce que c'est effectivement un lieu d'influence et un vecteur d'influence extrêmement structurant pour les industries. Donc pour donner envie, typiquement dans 55 minutes, je dois me rendre à l'hôtel de Brienne, donc au ministère des Armées, pour aborder ces enjeux-là. Donc j'espère que c'est d'une part l'occasion, je ne sais pas si c'est de donner envie, mais d'illustrer l'enjeu. Et après, comment est-ce qu'on donne envie? Effectivement, c'est des processus qui peuvent être complexes, plutôt réservés à des experts, donc comment est-ce qu'on arrive à communiquer clairement et simplement. Et puis aussi, la transformation numérique, peut-être qu'on va pouvoir réaliser l'implication des acteurs différemment. Est-ce que j'ai toujours le besoin d'être impliqué de la même façon qu'en 1926 dans la rédaction de la norme en 2026? J'en suis pas persuadé. Et peut-être qu'au travers de ce type de démarche, on va pouvoir mettre les retours utilisateurs et leur permettre d'exprimer leurs besoins et attentes sur une exigence, sur un contenu normatif, de façon beaucoup plus fluide, asynchrone, et qui pourront toutefois alimenter les débats. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Étienne? Nicole? Alors, on a parlé de confiance. À aucun moment donné, on a parlé de soft power, même si on vient d'aborder un petit peu la question
de l'influence. On a vu que les Américains avaient imposé un soft power à travers le cinéma depuis de nombreuses années. Est-ce que l'IA sera un lieu de soft power? Bon, clairement, qui anime les travaux de normalisation sur l'IA? Les États-Unis. Pourquoi Microsoft n'était pas très content il y a quelques mois, je crois, des premières normes en soutien de l'AI Act au niveau européen, donc les normes européennes? Peut-être parce qu'elles n'avaient pas tout à fait dans leur sens. Donc effectivement, c'est un lieu de soft power. Ce que je n'ai pas mis dans les planches, c'est que on observe qu'on va avoir un enjeu de consolidation, probablement pour certaines capacités entre organismes au niveau européen. Et effectivement, le niveau européen semble le meilleur lieu pour notre écosystème et puis pour ce qu'on représente, pour adresser certains enjeux. Je ne l'ai pas développé ici, mais très clairement, le niveau européen est quand même assez central. À suivre. Et sur ce, finalement, je déclare le buffet ouvert, hein, peut-être un de mes rôles importants. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Et à tout de suite pour continuer les discussions.